Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bon, sur la cryptosphère, on se retrouve avec le Fear and Greed Index, avec dans l'extrême peur et le market order flow dans le neutral. Entre crise économique, crise énergétique, tensions géopolitiques et nos dirigeants de banques centrales qui préfèrent critiquer Bitcoin que de faire le bilan de leur propre politique monétaire, autant vous dire que la volatilité sur les marchés est à redouter, alors soyez prudents, mais surtout soyez patients. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'était Zap Crypto. Ensuite, alors qu'Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de Do Kwon, on apprend aujourd'hui qu'il s'est servi d'un wallet de la Luna Foundation pour transférer 3300 BTC sur deux wallets différents sur les plateformes OKEx et KuCoin, mais suite à ce transfert, les autorités sud-coréennes ont ordonné aux plateformes de geler les fonds et pour le moment, seul KuCoin aurait gelé les 1354 BTC qui ont été déposés chez eux. Je l'avais déjà dans le collimateur CryptoGoo et à un moment je me suis dit je vais alerter en disant c'est le futur comment il s'appelle déjà le gars Mister La Bourse, merci. Je me suis dit bon je vais pas faire du FUD pour rien et je vais garder ça pour moi, donc j'ai pas alerté. David de Road to Million avait alerté sur le groupe Telegram. J'ai passé 1h30 au téléphone et puis après finalement je me suis dit vas-y je balance l'info comme quoi il va scammer sa communauté. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé un message sur mon Telegram privé. De mon message en Telegram privé, et ben ça allait direct sur le Telegram de CryptoGoo. Il m'a envoyé un message sur Twitter en disant je vais te démonter, je vais te mettre un procès, je fais vas-y. Tu me fais perdre de l'argent, depuis ton message il y a des personnes qui veulent plus investir ou qui veulent retirer leur argent. Je fais bah très bien, voilà, j'ai sauvé des vies comme David Hasselhoff, alerte à Malibu, minimum, voilà. Et en fait il m'a menacé d'un procès, il a envoyé mon adresse perso. Et même, ah oui, ce qui s'est passé c'est qu'au début il était en mode gentil, j'ai une vraie société etc. Je fais non, t'as pas une vraie société, parce que le truc c'est que ça faisait à peu près 15 jours. Et en fait j'ai contacté la FCA qui est le... Comment ça s'appelle en France? C'est quoi? Non, pas la CCI ni... l'AMF britannique, je leur ai dit est-ce que cette société existe vraiment? Et il n'y a pas un seul abonné qui a vérifié. La FCA m'a envoyé un mail en disant cette boîte, en fait il n'a pas envoyé sa pièce d'identité, son KYC, il n'a pas envoyé. Donc du coup sa boîte n'a pas été créée, elle a été affichée, elle a été enregistrée, le dossier était en stand-by, sauf que quand elle est sur le site que lui il a envoyé pour prouver que sa société existait, ça n'existait pas vraiment. Et donc après en fait il m'a menacé, il a dit écoute si tu retires pas ton message d'ici 30 minutes, j'envoie ton adresse perso à tout le monde. Et il l'a fait. C'est chaud, mais je préférais mettre ma vie en quelque sorte en danger et sauver, comme David Hasselhoff, bien sûr, ma communauté, plutôt que céder à des menaces, à des chantages. Moi, je suis anti-chantage et je préférais laisser. Donc j'ai laissé et il a effectivement mis mon adresse. Bon, c'était une des nombreuses adresses que j'ai parce que j'en ai plusieurs. Plein de maisons, voilà, plein d'hôtels 5 étoiles, des palaces. Et 2 jours plus tard, il a scammé sa communauté 4 millions d'euros. 3 ou 4 millions, on sait pas vraiment. Mais... On me demande aussi si mon activité de prêt, d'emprunt et de sauvetage au cours de l'actuel bear market est liée à cette santé potentielle à long terme. Et la réponse est clairement oui. L'un des principes de travail que nous nous sommes donnés au cours de ces derniers mois est qu'il est acceptable de conclure un accord modérément mauvais pour renflouer un protocole. Nous n'avons pas fixé la barre à « c'est un bon retour sur investissement », mais plutôt à « ce n'est pas un si mauvais retour sur investissement » ou alors « nous perdons une part relativement modeste de notre capital en faisant ça ». Nous avons adopté cette approche parce que nous pensons qu'à long terme, la popularité de l'écosystème est liée à sa santé. Et c'est la santé d'un écosystème qui cause son adoption. Nous pensons que nous devons nous efforcer d'être un acteur constructif dans l'industrie crypto. Le rapport fait aussi appel à des décisions politiques clés et à des innovations critiques, en encourageant la recherche et le développement et les outils d'évaluation nécessaires pour minimiser ou atténuer les implications climatiques, énergétiques et environnementales des cryptos. 1. Minimiser les émissions de gaz à effet de serre, les impacts sur la justice environnementale, et puis assurer la fiabilité énergétique. 3. C'est obtenir des données pour comprendre, surveiller et atténuer les impacts. Les données doivent inclure l'utilisation de l'énergie de minage, le mix de combustible, les accords d'achat et les implications en matière de justice environnementale. Ensuite, il demande la participation à la réponse à la demande du réseau. 4e objectif, c'est de faire progresser les normes de conservation, de l'efficacité énergétique sur les équipements de minage de cryptoactifs. 5, c'est encourager la transparence, l'amélioration des performances environnementales. Et 6, le rapport demande de poursuivre la recherche pour améliorer la compréhension et l'innovation dans ce domaine. Les agences américaines tireront parti des positions de ce rapport, qui seront transmis
au G7, G20, OCDE, FSB, Groupe d'action financière, le GAFI, l'Organisation internationale de normalisation. Ces agences promouvront des normes, des réglementations, des cadres qui reflètent les valeurs telles que la confidentialité des données, les marchés libres et efficaces, la stabilité financière, la protection des consommateurs et l'application rigoureuse de la loi et de la durabilité environnementale. Enfin, le rapport conclut par une note globale positive, qu'il existe des opportunités d'aligner le développement des actifs numériques sur la transition vers une économie à émissions nettes nulles et l'amélioration de ce qu'ils appellent la justice environnementale. Yorick de Montbine, bitcoiner français, haut fonctionnaire, senior public auditor à la Cour des comptes. Il est passé sur BFM Crypto et je vais vous passer un extrait. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir en fait le décalage entre l'avancée de la technologie, qui est très complexe, hein, il faut quand même l'avouer, et le discours des critiques de Bitcoin, qui ont toujours 3-4 ans de retard sur l'évolution de la technologie. Et je me demande si on va pas voir ce décalage sur le sujet écologique, énergétique. Aujourd'hui, les experts se rendent compte que cette dépense d'énergie colossale dont on parlait, en fait, elle est rarement carbonée, elle est de moins en moins carbonée, et de plus en plus, elle peut être un atout pour la transition énergétique en rendant rentables des unités de production d'énergie renouvelable qui ne seraient pas viables économiquement sans le minage du Bitcoin. Mais ça va encore nécessiter quelques années, je pense, pour que les critiques de Bitcoin l'assument. Pour l'instant, ils y croient pas. Du coup, en gros, l'idée qu'il développe, c'est que les critiques qui sont faites sur Bitcoin ont 3-4 ans de retard à peu près. Et du coup, on verra ce retard également sur la question écologique. Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que le Bitcoin, ça pollue. Si vous demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien au Bitcoin, ce qu'il pense du Bitcoin, il y a des chances qu'ils vous le disent « Ah ouais, ok, c'est bien, mais ça pollue. » Parce que c'est ce qu'on entend un peu partout, dans les médias, et aussi dans la bouche de nombreux politiciens et politiciennes. Mais en fait, c'est faux. Comme il est dit dans ce très bon article, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, au sujet de Greenpeace. D'ailleurs, je pourrais vous remettre la vidéo, là, juste au-dessus. Si tu l'as pas vue et tu t'intéresses au côté écolo du Bitcoin, bah c'est une vidéo qui pourrait t'intéresser. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis agissent en maître incontesté sur la Terre. La Chine est en train de s'imposer comme la prochaine grande puissance et une guerre économique et technologique fait rage entre ces deux adversaires. Mais une troisième force est en jeu, avec une approche complètement différente. C'est Bitcoin. Ça peut être difficile de bien saisir ce qu'il se passe, mais aujourd'hui, il y a une vraie guerre idéologique et économique entre ces trois pôles. Et donc naturellement, on a envie de savoir ce qui va se passer dans le futur. Qui va l'emporter? Est-ce que ça va être la Chine, les États-Unis ou Bitcoin? En m'appuyant sur l'ouvrage The Network State de Balaji Srinivasan, je vais analyser la situation actuelle pour ensuite envisager à quoi pourrait ressembler notre futur d'ici une dizaine d'années. Sinon, on a donc la Banque Centrale Européenne qui se prépare. On a eu un rapport donc récemment sur une adoption des actifs digitaux, donc une action. Il se prépare pour une adoption quand même globale, hein, et il parle de broad digital currency adoption. Donc ils se préparent à ce scénario. Alors, ils disent oui, c'est pas sûr du tout, ça se trouve ça va arriver, on sait pas du tout. En fait, ils savent très bien que c'est en train d'arriver. D'ailleurs, on a par exemple, ils ont d'ailleurs listé plusieurs sociétés pour lancer l'euro digital, dont Amazon. On avait vu que c'était complètement hallucinant en soi. Qui prennent une société aussi puissante américaine pour lancer un euro digital. Mais on voit bien que là, aujourd'hui, on a la Russie qui affirme encore sa volonté d'utiliser des CBDC pour les paiements internationaux, notamment avec la Chine. On a l'Australie qui vient aujourd'hui aussi de publier donc son white paper de CBDC. En fait, ça va très vite. On se souvient très bien que la Banque de France, enfin le gouverneur de la Banque de France avait annoncé que ça serait pour 2026. On sait très bien que c'est en train d'arriver et que ça arrive vite. Donc voilà, les CBDC vont être la réponse à la méga crise dans laquelle on est en train d'entrer. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais on imagine un peu quand même, à peu près, enfin vu ce qui est en train de se tramer. Et donc voilà, les CBDC vont arriver extrêmement rapidement avec tous les dangers pour les libertés que ça peut engendrer évidemment, puisque voilà, ils sauront précisément. Bon, ils savent déjà tout avec Google, mais globalement, ils sauront encore plus précisément, puisque là, tous vos paiements seront. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que à mon avis, donc vous aurez un compte dans la banque centrale, plus dans les banques commerciales d'ailleurs, qui vont sans doute se faire court-circuiter par ces CBDC. Et a priori, ça va être ça, d'après ce qu'on peut lire.
Et ils pourront faire un revenu universel s'ils ont envie, mais surtout ils pourront vous prêter de manière chirurgicale de l'argent, ils pourront faire des prêts en fonction de vos revenus, ils pourront aussi vous couper vos vivres très facilement. Enfin donc on va vers une société, si ça est mis en place tel qu'ils l'imaginent, j'imagine, une société très spéciale, hein, je pense vraiment avec des libertés toujours plus bafouées. Ouais, Tata Christine. Tata Christine. Elle a oublié le petit chèque pour Noël cette année, hein. Bon. Ouais, elle m'a pas donné grand chose. Elle m'a fait perdre de l'argent plus qu'autre chose. Tata Christine, je pensais qu'elle allait venir avec des cadeaux ce Noël, mais je me retrouve avec 20% de moins sur tous mes actifs. C'est pas cool. J'ai l'impression qu'elle a tellement devoir se justifier pour l'euro qu'elle préfère parler du Bitcoin. Tu sais, c'est plus sympa pour elle en ce moment. Je vais se justifier sur l'euro. Non, c'est vrai. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que la débâcle Terra, c'est devenu un exemple pour tous les détracteurs de crypto. Elle dit ouais, c'est super volatile et puis c'est pas très safe. Regardez ce qui s'est passé avec Terra et elle prend ça comme exemple. Je vais prendre un autre exemple. On a parlé de la débâcle Terra, etc. Je vais juste mettre ça. Vous voyez ce fabuleux graphique qui est là. C'est pas un shitcoin, c'est l'euro. Voilà. Voilà notre cher euro qui... Oula. Là, t'es quoi? T'es en daily? Je suis en daily, tout à fait. Les gars, on est à 95 centimes de dollars. Il y a pas si longtemps que ça, un euro c'était $1,20, tu vois. Bref, Tata Lagarde qui vient dézinguer l'euro parce qu'apparemment c'est... qui vient dézinguer le bitcoin, pardon, parce qu'apparemment ce serait quelque chose de volatile, hein, c'est ça? C'est ça, et tonton GG aussi, hein, qui dit les cryptos ça va 5 minutes. Hein. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est la roadmap de la MNBC, tu vois. Donc il faut que ce soit intermédiaire, protectrice de la vie privée, mais lié quand même à une identité d'une personne physique. Et il faut que ce soit transférable et interopérable. Mais bon, ça c'est comme la crypto. Oui, bon alors on va faire un petit résumé. Donc Powell et Lagarde qui sont réunis pour justement parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde. Pour eux, tout va bien, côté euro, côté dollar. Bon, côté euro pour Lagarde, elle ne veut même plus s'exprimer, hein, parce qu'elle voit que de toute façon, la situation n'est pas très belle. J'aime bien ce que tu dis, David. La MNBC, donc la monnaie numérique, l'euro numérique qu'ils veulent mettre en place, doit être non pas totalement anonyme, il doit être lié à une identité numérique, il doit être contrôlable par les banques centrales. Donc les banques centrales auront un contrôle total sur les monnaies numériques. Il faut savoir que lorsque vous serez payé en euro numérique, plus tard, si vous souhaitez être payé en euro numérique, ou si on n'a plus le choix, eh bien, ils seront contrôlés par la banque centrale. Ou si on n'a plus le choix, comme tu dis, au fil des années, on s'est rendu compte que ce qu'ils veulent, c'est supprimer le cash, tu vois, oui. Pour pouvoir justement... Ils vont supprimer le cash, oui, parce qu'ils veulent tout contrôler. Du coup, ces euros numériques, qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'ils soient programmables? Ils pourront décider ou non si vous pouvez vous acheter le McDo avec. C'est juste une des use cases qui pourrait être fait avec un MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Si demain, vous voulez acheter un McDo et ils se rendent compte que bah non, t'as acheté trop de McDo cette semaine, on va t'empêcher. Ils vont appuyer sur un bouton et vous pourrez pas. C'est beau quand même, hein. Comment prendre une super technologie et en faire de la merde? Ils sont en train de dézinguer toutes les crypto-monnaies. En fait, ils appellent pas ça une crypto-monnaie, ils appellent ça crypto-actif. Ils disent que c'est juste une idée et que c'est dur de tuer une idée. C'est une idée sympa, les gars. La marelle, c'est là-bas, ça va 5 minutes. Les crypto-actifs, ça va 5 minutes. C'est clairement ce qu'ils ont dit. Mais vous inquiétez pas, l'euro numérique, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux qui arrive. C'est une manière de cracher sur une tech et de gonfler la sienne. En gros, elle se fait de la pub pour son MNBC en crachant sur la technologie qui a initié sa merde. On a plutôt bien rebondi une grande partie de la matinée et puis dans l'après-midi, les marchés se sont mis à descendre inexorablement pour aller retourner toucher leur plus bas avec un petit rebond en fin de séance américaine entre 19h et 20h sur les plus bas. Alors pourquoi on s'est mis à baisser ? Deux raisons principales, même trois. Alors les trois raisons, première raison, dans l'après-midi, tous les gains ont été quasiment effacés dans l'après-midi quand on a eu des informations des autorités suédoises et danoises sur des fuites touchant les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Et Stockholm et Copenhague ont évoqué de possibles sabotages parce que pour qu'il y ait des trous dans les gazoducs à plus de 100 mètres de profondeur, bon, il faut plutôt une bonne organisation d'État pour faire cela. Alors, à qui profite le crime? On ne débat pas du tout de choses politiques sur Enlil, sur la chaîne économique, mais bon, ça paraît un petit peu évident. En tout cas, ça fout tout simplement le bordel. Donc, tout le rebond possible s'est complètement écrasé suite à ça. Et puis, on a eu des déclarations qui n'ont pas plu. On a une déclaration de BlackRock dans sa note publiée mardi. Je cite: « Nous ne prévoyons pas de reflux rapide de l'inflation.
ou de retour à 2%, ce qui maintiendrait la Fed sur la voie de la hausse des taux. Cela implique plus de volatilité, c'est ce que l'on vit, et nécessite de la prudence et de l'équilibre en matière d'allocation d'actifs. Et ça, ce sont les responsables de la stratégie d'investissement de BlackRock, qui est juste un tout petit hedge fund pas très connu. Donc dès que BlackRock dit quelque chose, forcément c'est extrêmement suivi. Donc grosso modo, ils ne disent rien de plus que ce qu'on s'attendait, c'est que l'inflation est là, elle est durable, et que pour redescendre sous les 2%, c'est pas possible à l'heure actuelle, et donc la Fed va continuer à augmenter les taux. Il y a assez peu de doutes sur le fait qu'il y ait eu un sabotage. Par contre, les doutes qu'on a, c'est qui, pourquoi et à qui profite le crime finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir à quoi ça ressemble, puisque ça s'est fait en mer Baltique ici, dans les eaux territoriales danoises. Donc on a l'armée danoise qui a pris des photos. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc un gazoduc sous-marin qui fuit, ça fait des bulles tout simplement. Il faut savoir que là, les bulles qu'on voit, c'est un diamètre d'à peu près 200 mètres. Voilà, plusieurs photos prises par l'armée danoise. Il y a même une vidéo un petit peu là en infrarouge qui a été pris par un avion militaire également, où on voit une deuxième fuite, puisqu'il y a 2 fuites. Celle-ci ferait 1 km de diamètre. Donc voilà, c'est assez impressionnant en effet, et heureusement que c'est d'ailleurs en pleine mer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé et, comme on l'a dit, à qui profite le crime ? Alors déjà, pour comprendre un petit peu, allons jeter un œil à ce fameux Nord Stream, puisque tout le monde en parle de ce gazoduc, mais voilà, c'est toujours intéressant de le situer sur une carte. Donc, il part de la Russie pour alimenter l'Allemagne, ok ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a en effet plusieurs fuites qui se sont mises en place. Sur le Nord Stream 1, qui est ici en pointillé rouge, il y a 2 fuites qui ont été signalées donc hier, avec potentiellement des explosions, en tout cas c'est confirmé, des explosions qui auraient provoqué ces fuites. Les 2 fuites sont à plusieurs kilomètres d'écart, ce qui est très peu courant. Il faut savoir que sur ce genre de pipeline, les fuites sont très rares, et d'en avoir 2 à quelques kilomètres d'écart avec des explosions, c'est pas très normal. Il y en a une autre sur le Nord Stream 2 qui a été signalé avant-hier, qui est le 2e pipeline qui a été terminé, qui était en cours de construction, qui est maintenant terminé, qui suit finalement le Nord Stream 1. Le Nord Stream 2 a été construit pour doubler la capacité du Nord Stream 1. Il n'est pas encore en service aujourd'hui, puisqu'il y a des problèmes principalement légaux pour la mise en service du pipeline. Toujours est-il qu'il est... il ne délivre pas de gaz, il n'est pas en service officiellement, mais il est rempli d'hydrocarbures quand même, et il est en service, en tout cas il est fonctionnel, il est plein de gaz. Donc lui aussi, il fuit. Donc ce qui se passe, c'est que globalement, ces 2 pipelines n'alimentent pas l'Europe. Alors le Nord Stream 2 n'a jamais alimenté, mais il était prêt à démarrer, et le Nord Stream 1 a été coupé par Poutine, mais avec toujours un petit peu des excuses. Un coup on attendait une turbine, un coup on attendait une réparation, un coup il y avait de la maintenance. Voilà, on est en train de jouer un petit peu au jeu du chat et à la souris, en disant voilà, mais c'est de votre faute, c'est à cause des sanctions européennes, etc., etc. Là, on arrive à une situation où par A plus B, on peut un peu se dédouaner. On peut dire c'est pas moi, vous voyez, le truc il fuit, je suis obligé de le couper. En plus de ça, vous avez quand même donc ces tensions au niveau du gaz. Vous avez également quand même la Russie qui n'arrête pas de dire à peu près toutes les 4 heures qu'ils ont le droit d'utiliser les armes nucléaires s'ils ont envie. Et puis à côté de tout ça, vous avez tout ce qui est obligataire qui est en train de partir à la hausse. Les rendements obligataires sont en train de partir à la hausse. On est en train de vivre un crash obligataire assez spectaculaire. Parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'Italie... ça fait un tout petit peu peur. Alors je parle pas au niveau politique parce que je me suis fait allumer hier parce que j'ai parlé de gouvernement d'extrême droite. Excusez-moi, je suis pas un spécialiste, mais on va dire la partie droite de la politique italienne qui prend le pouvoir n'a pas rassuré tout le monde, puisque finalement le rendement du 10 ans italien est monté à 3/4, donc c'est monté quand même très très vite sur la nouvelle. Après, à tort ou à raison, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas ça donne quand même un sentiment de malaise par rapport à l'économie italienne. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'économie anglaise qui fait très très peur parce que d'abord le pound ne rebondit pas la moindre, mais qu'en plus à côté de ça, vous avez le 10 ans anglais qui est en train de partir au ciel.
puisqu'on est également en train d'aller en direction des 4,5% de rendement. C'est des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis la crise de 2011, la crise de la dette à l'époque de la crise de la dette grecque. C'est complètement hallucinant. Il ne faut pas non plus oublier qu'au mois d'août cette année, donc il y a 2 mois en arrière, le rendement du 10 ans britannique était à 1,75. D'ailleurs, à propos du rendement de la dette et à propos de ce qui se passe en Angleterre par rapport à ce nouveau budget, cette nouvelle stratégie mise en place par la nouvelle dame de fer, eh bien, il y a aussi le FMI qui est en train d'intervenir pour dire, attendez, vous pouvez pas faire ça comme ça, il faut quand même essayer de trouver une autre solution. Donc, du coup, on voit que même les instances, on va dire, mondiales, le Fonds monétaire international est en train d'intervenir quand le FMI intervient sur un truc pareil, qui est supposé être de l'ordre de la souveraineté nationale. Eh bien, on peut quand même se poser des questions sur le stress dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce sont plus que jamais les banques centrales qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Tous les marchés, y compris l'immobilier. Parce qu'en France, figurez-vous que c'est la BDF, Monsieur Villeroy de Gallo, qui a la haute main sur le crédit immobilier. Eh bien, la question là, elle est réglée. La question, elle est vite répondue. Il n'y a plus de crédit immobilier, il n'existe plus, avec des taux courts à 2,30 et des taux longs à 2,80. Puisque, comme vous le savez, le taux d'usure est à 2,57. Vous rajoutez entre 0,5 à 0,7% d'assurance et environ 0,15 ou 0,20 de frais divers. Et vous voyez que même avec le meilleur profil d'emprunteur, chirurgien, dentiste ou je ne sais pas quoi, spécialiste de l'import-export, de gadgets électroniques, eh bien, vous ne pouvez plus passer en dessous des 2,57 si vous demandez un crédit immobilier. Donc c'est fini, il n'y a plus de crédit. Sauf si la Banque de France décidait vendredi de remonter non pas de 50 points, parce qu'à 50 points il n'y aura toujours pas de crédit, il faudrait qu'elle remonte d'au moins 75 points le taux d'usure, autrement dit de 30% d'un coup. Au niveau du Nasdaq, qu'est-ce qu'il en est ? Pareil, on allait chercher les stops ici. On est en train de faire d'ailleurs la même price action que sur le Bitcoin. Et au niveau du long terme, est-ce qu'on allait chercher les lows long terme? Non, on n'est pas allé à l'ATLO. Alors, all-time low de l'année. C'est hier, c'est l'année. C'est pas all-time low de toujours. Donc ça aussi, c'est assez significatif. On peut pas s'attendre à un Black Swan event ou un gros massacre si et le Nasdaq et le S&P 500 sont pas installés dans les lows. Donc là, les alertes sont placées. Je pense que Monsieur Nasdaq va essayer d'y aller, du coup, parce que lui, il n'a pas fait le taf. Il n'a pas fait le taf d'aller chercher. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. D'abord, on va aller chercher et on voit si on a un rebond. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Mais même si on a ce rebond, il ne faut pas se leurrer. On est en train de chatouiller des all-time lows. Les conditions économiques n'ont pas changé. Powell, il n'a pas dit non, mais c'est bon, je vais couper les taux d'intérêt. Vous aviez raison, je le bluffais tout ce temps-là. Hein. D'accord? Non, il ne bluffait pas. Il est très précis. Ils ont bien l'intention d'essayer de lutter contre l'inflation. Essayez. Avec une augmentation des taux d'intérêt. Donc voilà, tout cela pour vous dire que c'est pas bullish. Hein. Si c'était bullish, on serait pas à côté des all-time low. C'est pas des bearish, c'est pas des bullish dump. C'est des market. Voilà. Donc ce qui nous invite à peut-être ne pas jouer au héros. Au niveau maintenant des indices de volatilité de la peur, le VIX backé sur SP500, le MOVE backé sur les obligations, le MOVE qui est en mode to the move, to the moon, ça c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Le VIX ici qui va peut-être break son canal haussier s'il continue, c'est pas bon. Le MOVE, on est bientôt sur des niveaux de Cracovie, niveau de Cracovie c'est juste ici, c'est pas beaucoup. Le VIX, bon il en faut un petit peu plus.
Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Au niveau du Bitcoin de la bourse, SP500, il a tapé son dernier plus bas. Si ça tient, tant mieux. S'il break comme ça, c'est finito pour tout le monde, même sur le Bitcoin. Là, vraiment, c'est là le dernier espoir, c'est le dernier support, c'est la dernière limite entre les 12 enfers méchantes où peut-être on peut espérer faire un espèce de gros W bottom gigantesque qui a commencé W début juin, tu vois. Donc, ça va jouer cette semaine, la semaine prochaine. Allez, mi-octobre. Jusqu'à mi-octobre, ça va jouer, et puis on verra bien, malheureusement. Mais en tout cas, c'est chaud, faut être prudent. Alors du coup, le Bitcoin hier, les signaux bullish n'ont pas réussi à se confirmer, donc on en avait parlé, il fallait attendre la clôture au-dessus des 19 900 environ. Pas de clôture, une simple mèche, donc pas de signal confirmé, toujours pas sorti de la zone de combat, donc le marché va rester bloqué entre 18 100 et 19 800 en attendant une résolution. Et également, du coup, les éléments de momentum qui pouvaient être bullish, etc., n'ont pas pu se confirmer également. Pas de confirmation non plus. Donc pas de signaux bullish, malheureusement, confirmés maintenant. Donc c'était un simple rebond. Fallait attendre la confirmation, bien évidemment, pour pouvoir acter les choses. Ça n'a pas réussi à se faire. Le marché, en fin de session, a réavalé tout le mouvement haussier. Du coup, on en est où? On est toujours dans le range. On attend. Le fait d'avoir été chassé au nord, c'est pas très bullish. Puisque on a pété des stops vendeurs et que du coup maintenant on peut faire pression sur les vendeurs, sur les acheteurs pardon. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'est pas venu chasser au-dessus des 20 500 et je trouve ça très très bizarre sincèrement de ne pas être venu au-dessus de 20 500. En fait, on n'a pas chassé absolument tous les stops, on est venu chasser quelques stops mais pas tous. Et du coup ça, vigilance, parce que je trouve ça assez bizarre. Mais en dehors de ça, on est aussi venu chasser des acheteurs ici, un creux, 2 creux, 3 creux ici, il manque ce dernier creux. Donc en fait, on est revenu au même prix où on était justement quelques jours avant, 2 jours avant. Donc ce mouvement a été annulé. On reste toujours dans le bas du range. À tout moment, ce bas du range peut rejeter et on peut retourner dans le haut du range, bien sûr. Mais à l'instant T, plus on commence à foutre la pression sur le support, plus ce support s'affaiblit et plus il y a des chances de pouvoir le breaker et de pouvoir aller au sud par la suite. Et si on regarde un petit peu au niveau des open interest, il y a eu un gros nettoyage ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont acheté le top. Ça c'est Bybit. Ils se sont fait nettoyer. Et devinez quoi? Predicted funding qui monte à la moindre stabilisation. C'est que non seulement ils ont acheté ici le top temporaire, mais Bybit c'est un bon contre-indicateur. C'est l'échange du public. C'est celui qui a été fortement promu par beaucoup d'influenceurs tels que MM Crypto et Carl The Moon, donc globalement le public. Donc on va probablement les counter trade, et ici on voit qu'à la moindre stabilisation ils y vont encore plus fort ici. Donc là on voit clairement qu'il y a un déséquilibre entre les longs et les shorts en faveur des shorts. Enfin en faveur les longs sont beaucoup plus nombreux, et du coup ce qui laisse penser qu'ils ont acheté le bottom générationnel ici. Si on regarde le long short ratio, pendant toute la descente, ça a acheté le dip, alors que les top traders, ils ont short. Donc c'est pas joli. Bon, maintenant, on a peut-être manière à un petit short squeeze, parce que de toute façon, c'est pas un bear market si on va pas squeezer tous les bears qu'on peut. Je trouve qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre sur les 19 000 $, ça ressemble pas mal en fait à ce que l'on a vécu ici durant le bottom de l'été dernier, qui nous a ensuite donné un très beau mouvement haussier où on avait finalement très peu de personnes qui croyaient à la remontée du Bitcoin dans ce mouvement haussier. Là, je me dis qu'on vit peut-être la même chose. Alors attention, voilà, j'ai pas de boule de cristal, je vous partage juste mon avis et une analyse subjective au final, mais en gros ici on travaille les 30 000 $ à plusieurs reprises, vous le voyez avec le nombre de mèches où on a touché ce niveau-ci, plusieurs fois on a travaillé les 30 000. Et il s'est installé dans la tête des gens que c'était une certitude qu'on allait aller descendre aux 20 000 et que le bull run était terminé, et que voilà, on rentrait vraiment dans un gros bear market. Et donc on a testé plein de fois un support. À chaque fois, on avait du mal à faire des sommets de plus en plus haut. Là, globalement, depuis pas mal de jours, c'est aussi la même chose. Le prix n'arrive pas vraiment à remonter. Et par contre on matraque vraiment fortement un support. On met en plus de ça, si vous rajoutez le SP500, l'indice du dollar, et au final ça se retransmet aussi dans les prix. C'est pas juste voilà, on met dans la tête des gens que le dollar monte, il monte réellement, on le constate vraiment, mais du coup tout ça c'est en train de faire entrer dans la tête des gens que forcément on va obligatoirement descendre beaucoup plus bas, que le dollar va monter au minimum jusqu'au 120, voire peut-être plus. Et du coup je me dis, imaginez vraiment si il se passe cela. Je vais vous montrer, hop, on va se mettre sur le daily.
imaginons qu'on perd le niveau des 19 000, qu'on fasse vraiment une mèche comme ça, qu'on commence à passer même sous le niveau des 17 000, là, pour moi, c'est évident, tout le monde, tous les particuliers, vraiment tous les analystes vont être d'accord que ça y est, on lâche, on va chercher les supports qui sont 10, 15, 20% beaucoup plus bas. Et si jamais dans la même journée, ou je sais pas, ça se passe en 1, 2, 3 journées, qu'on fasse une réintégration désenglobante et qu'on revienne récupérer le niveau des 19 000 $, et qu'ensuite on remonte comme ça, mais vraiment de manière en faisant très peu de dip, très peu de baisse, et qu'on monte comme ça vraiment assez rapidement en fait. Ben, je pense que ça sera exactement finalement la même chose que ce que l'on a connu durant l'été dernier. Les gens vont être en total, ils ne vont pas du tout croire à la remontée de ce mouvement, vont s'opposer, il va y avoir vraiment beaucoup de shorts, et ça pourrait justement permettre un beau rallye haussier sur le BTC. Donc voilà, c'est le petit scénario hier auquel j'ai pensé. Je trouve que en termes de psychologie, ça pourrait bien coller avec ce qu'on est en train de vivre actuellement sur les marchés. Alors ça, très intéressant, on est sur du on-chain, analyse on-chain, donc du coup, et qu'est-ce que les CDD ? Les Coin Days Destroyed, c'est tout simplement, admettons que je garde un BTC pendant 3 jours, j'ai créé 3 CDD, c'est-à-dire que, j'achète un BTC, je le garde pendant 3 jours et je le vends, j'ai créé 3 CDD, c'est-à-dire que c'est pondéré par rapport au volume de Bitcoin et c'est pondéré par rapport au nombre de jours que vous les gardez, donc c'est globalement un indice de la maturité des coins au moment où ils sont vendus. Et ici, on peut voir que on est et là vous comprenez qu'on commence en 2011, on est à des niveaux historiques de à quel point les gens hold en fait leur Bitcoin. Et c'est ce que j'explique déjà depuis un moment, c'est que dans une dynamique de bear market, vous allez avoir des gens qui s'en foutent du prix, qui vont garder de toute façon quoi qu'il arrive, qui ne seront pas vendeurs, ça sera du coup pour le coup les long term holders, et puis ensuite vous allez avoir les short term holders qui vont faire le prix. En fait, le prix va être fait avec très peu de BTC qui sont échangés d'une main à une autre, ce sont les mêmes BTC. Globalement en ce moment on estime à peu près ce niveau autour de 4-5 millions de BTC. Peut-être 3 millions, et voilà, je trouvais ça suffisamment intéressant pour en parler. Ici, on a la supply qui est détenue par les short-term holders, pour le coup, ces gens-là qui ont des BTC depuis moins de 5 mois, c'est à ça qu'on définit un short-term holder. Et ici, vous le voyez, ça fait 431 jours dorénavant que cette chart se compresse. C'est-à-dire que à ce moment-là, en fait, les short-term holders sont de moins en moins nombreux. Et c'est une dynamique typique de bear market. Vous le voyez auparavant, on avait eu 400 jours ici de dynamique de baisse sur le fait que petit à petit les gens en fait achètent et ils ne sont plus vendeurs, et c'est ça qui crée un bottom, hein. C'est un moment où vous n'avez plus aucun vendeur à tel prix, du coup ceux qui en veulent sont obligés de l'acheter plus haut, hein. Le prix, je dis souvent cette maxime, mais le prix n'est qu'une résultante d'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc du coup ici à partir du moment où vous n'avez plus aucun vendeur à ce prix là, et les gens de toute façon ne sont plus vendeurs, il reste qu'une centaine de BTC qui finalement sont mis dans la poche de quelqu'un, et bien là c'est là qu'on reprend ici, puisqu'on a aspiré tout simplement toute l'offre, on reprend une dynamique haussière. Ici on avait eu 303 jours de contraction de la profitabilité des short-term holders, et là vous comprenez qu'on est dans une contraction depuis 431 jours dorénavant, donc c'est pareil, on est dans, on va dire, la plus longue contraction du profit des short-term holders depuis le début de Bitcoin. Total 2 sur l'unité de temps weekly, le total 2 pareil, pas grand chose à dire, on est toujours au sein de ce range là, on est plutôt d'ailleurs sur le haut du range, on n'est pas loin de franchir cette zone de résistance, mais voilà, depuis quelques semaines ça consolide sur quasiment tout le mois de septembre. Finalement on ne fait que consolider, donc souvenez-vous, tant que on ne passe pas au-dessus de cette zone de résistance et qu'on clôture au-dessus, on restera dans un marché de range. Que ce soit le Bitcoin ou l'Ether, ça reste intéressant, pourquoi pas, sur des trades spéculatifs à très court terme, jouer un retour vers la zone pivot ou vers le haut du range. Mais si on veut viser un retour un petit peu plus long terme sur une tendance haussière, là il faut attendre déjà la clôture weekly, et il faut des signaux beaucoup plus forts que ce qu'on a jusqu'à présent. Donc de manière générale, s'exposer aux crypto-monnaies reste toujours risqué parce qu'on évolue au sein d'un range, c'est prometteur, on a un rebond sur le support, mais pour autant on peut très bien avoir un faible rebond, recasser le support, et donc là évidemment il ne faut pas exclure un Bitcoin par exemple, comme je vous l'ai dit, à 15 000 $, voire même plus bas. C'est pas d'actualité aujourd'hui, mais ça peut très très vite le devenir. Vous le savez, la volatilité des crypto-monnaies, ça arrive toujours lorsque on ne s'y attend le moins. Donc pour le moment ça range.
on peut très bien espérer un rebond et finalement on aura un retour de la volatilité dans le mauvais sens et ça fera pas vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, on évolue au sein d'un marché qui range et tant qu'on n'a pas des signaux clairs, il vaut mieux éviter de prendre trop de risques. Pour l'instant, on est sur une jolie divergence bear ici en semaine li, puisque là ça descend sur le prix, sur l'action price, pendant que là c'est tout droit sur le RSI, divergence bear confirmée. Comme d'hab, ce qui est plus fort c'est les bears, en tout cas en tendance baissière. Divergence bear, on a un support pour pas mal de résistance. Pour l'instant, rien de très optimiste selon moi, en tout cas ici en semaine li. En jour li, ça pue également, la TH 2018 devient officiellement résistance. On s'est fait rejeter 2 fois par cette résistance maintenant et depuis ça fait que descendre. On a également une jolie résistance sur le RSI, on s'est fait rejeter plusieurs fois par cette résistance également. Niveau support qui risque d'avoir de la peine à tenir, on a cette ligne jaune ici et cette ligne diagonale rouge. Donc c'est les deux seuls supports que je vois. Age of Zalmoxis donc sera un MMORPG à la 3e personne avec des NFT et une intégration sur la blockchain évidemment. Bien que le joueur sera plongé dans une version fantastique du monde, le tout restera très crédible puisque chapeauté par Alexandru Berzovan, un docteur en histoire ancienne et archéologie. Pour celles et ceux qui veulent creuser sur le team du jeu, vous avez toutes les informations sur chaque membre sur le site que j'ai mis en description. Ah et au fait, je ne vous l'ai pas dit, c'est développé sur Unreal Engine 5, donc ça va être très beau. On peut voir un peu de gameplay pendant que je vous parle, sachant que c'est encore en cours de création, donc ça va encore s'améliorer. Bon, les beaux graphismes, c'est à la fois bien et pas bien. En termes d'expérience de jeu, c'est forcément super immersif et agréable, mais on y reviendra un peu plus tard, mais une partie des bénéfices faisables sur ce Play to Earn vient de l'échange avec les autres joueurs. Il faut donc qu'il y ait des joueurs. Or, on sait que les Play to Earn, c'est une niche pour le moment et que tout le monde n'a pas forcément un PC machine de guerre pour faire tourner le jeu. On verra comment ils vont gérer ça pour l'optimiser sur les PC moins puissants. Donc, comme tout bon RPG, les joueurs vont pouvoir créer leur héros qui pourra interagir directement avec les autres dans le monde médiéval. Il faudra gagner de l'expérience en réalisant des combats, des events, de l'artisanat, des donjons et bien plus encore. Il y aura un système de mint et de breed pour obtenir des héros plus ou moins rares. On va pouvoir acheter un demi-dieu qui pourra invoquer d'autres héros qu'il sera forcément possible de vendre sur la marketplace. Il faudra pour chacun d'entre eux choisir parmi 9 styles de combat. Chaque joueur pourra faire équipe avec d'autres joueurs pour faire des instances et combattre de puissants boss. Numéro 3, Titan Hunters. Titan Hunters est un nouveau jeu épique arrivant sur la blockchain, avec une grande liberté sur la personnalisation donnant aux joueurs un sentiment de liberté incroyable, en s'impliquant et en gagnant des butins rares dans une boucle de gameplay qui est décrite comme un mélange d'Axie Infinity et de Diablo. Titan Hunters reprend fortement le gameplay de l'emblématique Diablo aux côtés de l'impressionnant look voxel qui a été popularisé par des titres tels que Minecraft et vu l'adoption des crypto-monnaies à travers d'énormes projets tels que The Sandbox. Titan Hunters se concentre fortement sur la personnalisation offrant aux joueurs littéralement des millions de façons d'affiner et de personnaliser leurs personnages, avec un vaste choix d'armures, de sorts, d'armes et bien d'autres. Titan Hunters permet aux joueurs de voyager dans un univers passionnant rempli de surprises et de mystères en affrontant de puissants boss plus communément appelés titans, ce qui permet aux joueurs du monde entier de faire équipe les uns avec les autres pour la collecte d'objets et de nouvel équipement permettant de chasser les titans toujours plus féroces. Aujourd'hui sur Stepan va sortir la possibilité de gagner des GMT en courant, le GMT Earnings en anglais. Je sais que cette fonctionnalité est très attendue par la communauté et aujourd'hui encore je vais passer pour celui qui veut gâcher la fête, mais je pense que cette nouveauté ne va rien changer. Et par là je veux dire que ça ne va rien changer à la viabilité économique du projet, ça va nous faire une GST bis. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pour pouvoir gagner des GMT, il faut avoir une chaussure de niveau 30 ou avoir une chaussure Rainbow. Et dans les deux cas, pour passer sa chaussure au niveau 30 ou pour miner une chaussure Rainbow, il faut brûler des GMT. Donc si vous avez regardé ma vidéo sur le problème avec le GST, vous devriez voir un pattern se dessiner. Mais la différence avec le GST, c'est qu'il y a une quantité totale limitée de GMT. On ne va pas pouvoir en miner à l'infini, ce qui permet de limiter l'inflation. Et ça, c'est une bonne chose puisque ça permet de mieux contrôler l'émission de nouveaux tokens. Mais le problème, c'est que même si l'inflation est moins forte que celle du GST, si la demande stagne ou diminue, alors le prix du GMT va continuellement se péter la gueule. Il faudrait que la demande augmente au moins autant que l'inflation. Et en admettant que personne n'a encore de chaussures niveau 30 ou de chaussures Rainbow et que tout le monde achète et brûle du GMT pour améliorer ses chaussures, dans un premier temps, la demande de GMT va potentiellement exploser et le prix du token augmenter malgré l'inflation. Mais le premier qui aura ses chaussures level 30, il va pouvoir gagner des GMT et quand il va les gagner, il va les revendre puisqu'il en a plus besoin, il a déjà sa paire de chaussures niveau 30. Puis le deuxième qui aura sa chaussure niveau 30, pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.